Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Raiwan Express, format, je vous le rappelle, consacré à l'actualité ferroviaire. Ce soir, nous revenons sur l'incident qui a marqué le mois de novembre et l'année 2021, le dérangement de Tolochna. Notre but est de passer au crible heure par heure cet incident inédit de façon à bien le comprendre. Raiwan Express, saison 2, épisode 3, c'est parti. Mardi 9 novembre, 17h. Nous sommes en pleine heure de pointe. Plusieurs milliers de pendulaires rentrent chez eux. C'est un mardi après-midi normal qui semble se dessiner. 17h07. Le trafic est déclaré comme interrompu en raison d'un dégât à la voie sur la ligne Genève-Lausanne, les annonces précises entre Morges et Alamand. Plus aucun train n'est autorisé à passer. Nous avons même eu des informations de certains bloqués en pleine voie juste avant l'incident en venant d'Alamand, plus précisément le train 1927 de Genève pour Sion, parti à 16h39 de la capitale genevoise, semble le premier à avoir été arrêté. 17h20. L'information concernant l'interruption remonte à l'équipe Raiwan qui décide de surveiller la situation. À ce moment-là, il est encore trop tôt pour savoir précisément ce qu'il y a sur la voie, les itinéraires de remplacement ou encore quand le dérangement sera résolu. Nous constatons sur les applications que la durée sera au minimum jusqu'à 21h. 17h42. Les CFF informent sur Twitter de l'incident. Ils ajoutent également qu'une mise à jour d'information arrivera vers 18h10. 18h. L'équipe de Raiwan entre en réunion de rédaction prévue depuis plusieurs jours. La situation est rapidement abordée mais toujours pas plus d'informations. 18h10. Aucune mise à jour des informations n'est faite sur Twitter de la part de Rail Service CFF. L'exaspération des voyageurs se fait clairement sentir sous leur poste. On pourrait avoir des informations, s'il vous plaît. Vous nous prenez pour des ânes ? Toujours dans l'attente de cette mise à jour. On sait qu'il y a un dérangement sur la ligne et que vous êtes désolé, mais on s'en fout, on veut une solution. Un bus à Alamand par exemple. 18h14. L'information arrive dans les journaux, comme le matin.ch ou 20minutes.ch. On y voit les premières images, notamment à Morges. Aucun train CFF ne part de la gare pour avancer en direction d'Alamand. Les rames sont à quai et la demande aux passagers est claire, ne pas monter. Les images aussi sur la place de la gare sont impressionnantes. « 18h32. Les CFF adressent un communiqué à toute la presse sur la situation, en tout cas vu l'heure du mail reçu. L'incident semble ici être un affaissement en bordure de voie. La durée est annoncée jusqu'à la fin de service, soit 3h du matin, par rapport à 21h initialement. Petite incompréhension avec ce qui est dit sur Twitter, à 18h37, durée de la restriction jusqu'à 21h. On pourrait avoir des informations, s'il vous plaît. Vous nous prenez pour des ânes ? Durée de la restriction jusqu'à 21h30. Bref, dans le communiqué, nous avons aussi le lieu exact de l'incident sur la commune de Tolochna. Il y est aussi précisé qu'un service de bus de remplacement est en cours de mise en place. Les trains sont annoncés comme limités à Alamand ou à Morges par rapport à Twitter où le trafic jusqu'à Saint-Pré depuis Alamand semble bien actif. Le trafic ferroviaire entre Saint-Pré et Morges sur la ligne Genève-Lausanne est encore perturbé. Cependant, les trains Région Express circulent entre Genève-Alamand et Lausanne-Morges. Pas de moyen de substitution entre Saint-Pré et Morges. 19h. Une photo de la voie 1 à Genève est publiée.
Le quai est extrêmement rempli, surtout à la vue de la pauvre composition annoncée pour le Regio Express. C'est ce que l'on appelle une KISS 4. Ce genre de train a donc 4 voitures de 2 étages, avec uniquement 337 places assises, toutes classes confondues. Elle peut accueillir apparemment jusqu'à 885 personnes. 19h09. La mise à jour attendue sur Twitter de la part de Rail Service CFF arrive enfin après près de 59 minutes d'attente, signe que la situation était très floue. Rien de plus n'est annoncé si ce n'est que le service de substitution avec les bus est actif entre Alamans et Morges, ce qui n'était pas le cas en réalité. Et avant de développer ces titres, cette mauvaise nouvelle pour les pendulaires entre Lausanne et Genève. Anna, quelle est la situation sur place ? Bonsoir Philippe. Il est précisément 19h31 et 40 secondes lorsque des milliers de téléspectateurs apprennent que la ligne Genève-Lausanne est interrompue. Une liaison Genève-Morges est théoriquement possible selon la RTS, alors qu'on sait qu'au final ce n'était pas le cas, c'est jusqu'à Alamans. Et après, ensuite, prendre un bus de remplacement Morges-Lausanne. Vraiment, le flou était total, regardez. Il y a de nombreux voyageurs qui ont pu prendre des trains Regio Express qui arrivent à circuler jusqu'à Morges. Ensuite, à Morges, ils doivent prendre un bus de remplacement qui circule ensuite jusqu'à Lausanne. Au même moment, la première partie de notre réunion se termine. Quelques minutes après, nous recevons un message avec une photo. Nous sommes restés bouche bée, littéralement, face à elle. Nous n'avons pas tout de suite compris où c'était par rapport à la voix, mais la raison de l'interruption aussi brusque était maintenant claire. Nous décidons de contacter le service presse pour avoir des informations. À ce moment-là, très peu de personnes en dehors des CFF possèdent cette photo. Oui, bonsoir Mathis Chatillon. Pour iOne, je vous contacte comme vous devez vous en douter par rapport à l'incident entre Morges et Alamans. Oui, vous avez une autre communiqué ? Non, je ne crois pas. Oui, parce qu'il faut noter que le communiqué de 18h30 ne nous a pas été envoyé directement. Alors attendez, je vous l'envoie maintenant, voilà, comme ça vous avez toutes les informations. Merci, mais j'ai tout de même des questions à vous poser. Lisez le communiqué s'il vous plaît. Si j'ai toujours des questions, je vous rappelle. Oui, rappelez. Vous vous doutez bien que le communiqué de 18h32 ne nous a pas appris grand-chose par rapport à ce que nous lisions chez nos confrères, surtout que les informations étaient très générales et que la photo n'avait peut-être même pas été prise à ce moment-là. Je l'ai rappelé à 19h50. Rebonsoir, Mathis Chatillon. Pour iOne, j'ai bien lu votre communiqué, mais nous avons toujours nos questions. Très bien, je vous écoute. Nous avons reçu une photo qui montre l'incident, un trou béant au milieu de la voie, vous avez dû l'avoir passé. Oui, je l'ai vu. Qu'est-ce qui a provoqué cela ? On dirait qu'un obus est arrivé sur la voie. Alors une enquête est en cours, mais il semblerait que ce soit des travaux à proximité de la voie qui soient responsables de cela. Ils creusaient sous la voie pour des canalisations. D'accord, et comment cela a été détecté ? Parce que les conducteurs passent à plus de 100 km/h, je crois, sur cette portion de voie. C'est un agent qui effectuait des mesures sur le terrain qui a donné l'alerte en constatant cela. Le train 1927 est toujours annoncé en retard indéterminé. C'est probablement le premier à avoir été avant le trou. Vous savez ce qu'il est devenu avec les dizaines de passagers dedans ? Alors non, aucune idée, je n'ai pas d'informations là-dessus. Très bien, merci pour les précisions. Très belle soirée. Avec tout cela, nous décidons de mettre un post sur Instagram pour notamment contrebalancer directement l'idée que les CFF soient responsables de la situation, alors que nous savons dès 19h50 qu'elle n'est pas suite à un mauvais entretien de la voie. 20h18. Notre post est publié depuis plusieurs minutes déjà et la photo devient visible sur la page Twitter de la RTS. C'est exactement la même. 20h30. Les bus de substitution arrivent enfin. L'agacement des usagers est palpable sur les réseaux, mais malheureusement nous avons su a posteriori que toutes les compagnies de bus étaient en galère, dû notamment au fait que c'était l'heure de pointe et qu'il était très difficile de libérer des bus. Il n'y avait donc pas grand-chose de plus à faire. Les milliers de passagers ont eu le choix aussi de prendre un taxi ou un Uber, mais comme nous le montrent nos collègues de 20 minutes, les prix ont littéralement explosé. 21h19. Une autre photo du trou nous parvient.
on voit clairement la profondeur. Il faut imaginer qu'avec la cavité en dessous, lors du passage d'un train, la voie aurait pu se déformer, le faisant dérailler. Il n'y avait donc pas d'autre solution que d'interrompre complètement le trafic pour que cela ne tourne pas à la catastrophe. Mercredi 10 novembre. 4 heures. Le trou est rebouché. Le trafic est autorisé à reprendre à seulement 20 km/h sur la zone. Une personne se trouvant dans un des trains ayant pu transiter nous raconte ce qu'il s'est passé. Le train est parti de Lausanne à 4h51. À Morges, il est resté arrêté un petit moment pour attendre un croisement, puis il a redémarré. Et au niveau de Tolochna, le mécanicien s'est arrêté quelques secondes et a ensuite redémarré. Et pendant ce petit arrêt, en fait, 2 aspirants mécaniciens ont remarqué que le train était un peu trop penché, anormal à cet endroit. Nous avons ensuite continué notre trajet. C'était assez impressionnant lorsque le train est passé à Tolochna, car on voyait en fait tout le personnel aux abords des voies pour permettre le passage du train. Juste après son train, un convoi de marchandises est passé. Des vibrations se faisaient ressentir de partout selon un Securitrans se trouvant sur le chantier. Un deuxième trou s'est formé juste après, à 5h38, soit environ 20-30 minutes après le passage du train de notre témoin. Nous ne sommes pas encore dans l'heure de pointe, heureusement, diraient certains, et le trafic est de nouveau interrompu jusqu'à au moins midi, il est 5h45. Le service de remplacement continue avec près de 25 bus entre Alamans et Morges. Le temps de trajet entre Morges et Alamans est d'environ 5 minutes en utilisant le train. Lorsqu'on est en voiture, cette durée est bien plus longue. Le dérangement a eu lieu précisément entre la gare de Morges et celle de Saint-Pré. Pourquoi alors est-ce que les trains qui venaient de Genève n'ont pas été arrêtés à la gare de Saint-Pré au lieu d'Alamans? Nous n'avons pas eu précisément de réponse à ces questions, mais peut-être la longueur des rames qui fait que les quais ne sont pas assez grands pour les accueillir. Nous avons aussi émis l'hypothèse que cette gare n'est pas faite pour accueillir plusieurs centaines de voyageurs. En tout cas, si vous avez des idées, n'hésitez pas à nous les donner dans les commentaires. Nous serions intéressés d'en débattre avec vous. 8h01. Un énième message de Rail Service est diffusé sur Twitter, avec cette fois des informations claires sur les liaisons. Dès mercredi matin, des extrazug circulaient entre Genève et Genève Aéroport selon l'horaire des trains qui effectuaient habituellement cette liaison avec l'Intercity 1 ou l'Intercity 5, l'Interrégio 15 ou l'Interrégio 90. D'autres extrazug faisaient des trajets Genève-Alamans avec plus ou moins d'arrêts sur le parcours, pouvant compléter le service de Régio Express. La plupart du temps, en Suisse, lorsqu'une ligne est coupée, un trajet alternatif est possible. Prenons l'exemple de Lausanne-Fribourg. Il est possible de partir sur Yverdon et de prendre la S30 pour Fribourg, ou de continuer jusqu'à Neuchâtel et prendre l'Interrégio 66 en direction de Berne, comme on l'a vu dans une précédente émission. Or, la ligne Lausanne-Genève fait exception à cette règle, puisque si cette ligne est coupée, le seul accès notamment à la gare de Genève où nous sommes actuellement se fait par la France. Nous pouvons venir d'Annemasse avec le Léman Express, comme on le verra la semaine prochaine, ou venir de La Plaine Bellegarde en direction de Lyon-Part-Dieu. On l'a revu encore une fois avec ce dérangement, lorsque la ligne est coupée, des répercussions internationales ont lieu, l'occasion de relancer le débat sur une troisième voie par exemple, ou la construction d'une ligne complètement indépendante de celle existante. En milieu de matinée, les CFF ont décidé d'effectuer une conférence de presse sur le lieu de l'incident, mais quasiment personne n'a été prévenu. C'est par pur hasard, me disait un confrère, qu'il a eu connaissance de cette conférence. Il n'était pas non plus étonné en constatant que très peu de personnes étaient présentes. Le second trou est rapidement rebouché avec près de 60 tonnes de béton, pendant que le tunnelier continue de percer une bonne fois pour toutes le conduit nécessaire pour que le sol ait une forme semi-définitive. 10h45 environ, l'information d'un nouveau report de la reprise du trafic nous est arrivée. Aucun train ne circulera avant jeudi 3h. Nous décidons de nous rendre sur place pour 14h. 10h58. Un message intrigant de la société Énergie 360 degrés est posté sur Twitter.
Les raisons exactes de l'affaissement des voies sont encore en cours d'évaluation. Nous comptons sur la compréhension de tous les voyageurs de Suisse romande qui devront faire des détours ou subir des retards. Plus de doute, c'est bien par des travaux tiers, comme me le disait Frédéric Reva mardi soir, que le dérangement est apparu. 12h17. Deuxième message. Des travaux de construction pour notre réseau énergétique Enerlac à Tolochna ont provoqué une interruption de la ligne CFF Lausanne-Genève. Les travaux sont réalisés en étroite collaboration avec les CFF. Nous les soutenons afin de remédier à cette interruption dans les meilleurs délais. La cause est maintenant clairement établie. 12h28. On n'a pas vraiment compris le message de Rail Service CFF. À vous de juger. Les trains spéciaux navettes Genève Aéroport, Genève et Genève Alamand ne circulent plus dès 13h et ce jusqu'à nouvel avis. Alors nous n'avons pas pu concrètement voir la situation pour bien vous expliquer cette interruption, surtout qu'il parle au futur, dès 13h et non pas depuis X heures. Vers 14h, un autre message informait de la reprise des trains navettes. On n'est même pas à la moitié de la durée du dérangement qu'on pensait avoir déjà tout vu. Faisons une petite pause maintenant dans la chronologie des événements pour s'intéresser au matériel roulant. Lors de l'interruption du trafic, c'était l'heure de pointe, de nombreuses rames se sont retrouvées bloquées sur le secteur entre guillemets Alamand, Genève Aéroport, même jusqu'à Annemasse. Pendant les près de 2 jours et demi d'interruption, il a bien fallu les stocker quelque part, ces rames. C'est là que sont intervenus ce qu'on appelle des faisceaux. Ce sont toutes les voies annexes à une gare, on a vu ça dans l'émission sur Neuchâtel avec Jordan, le mécanicien que nous avons suivi. Ces faisceaux en gare de Genève, Cornavin, étaient pleins à craquer, mais il n'y avait pas qu'ici qu'ils étaient utilisés, même les gares de triage étaient mobilisées. Les marchandises, quant à elles, étaient stockées à Genève-Lapraille, ici, à côté de la gare de Lancy-Pont-Rouge. On pouvait également y retrouver des rames voyageurs, comme ici, avec la Kiss, juste derrière moi. 14h. L'équipe Raiwan arrive sur place pour constater l'avancée des travaux. Alors à ce moment-là, c'était soit la pause dîner, soit réunion entre chefs. On n'a pas vraiment compris ce qu'il se passait. La seule activité visible était le pénétromètre qui permet d'étudier la nature du sol qui s'enfonçait parfois en quelques coups, signe que le terrain était vraiment instable. Il descend à environ 9 mètres sous terre. Nous avons décidé de rester plusieurs heures pour essayer de comprendre un maximum les opérations, ou en tout cas les futures opérations. Une rumeur circule disant que l'interruption serait allongée jusqu'à jeudi midi. La construction progressive de ce petit escalier nous confirme qu'ils s'attendent à rester bien plus longtemps que les 12 heures restantes théoriquement. Nous avons connaissance d'une réunion de crise des CFF à la gare de Morges à 15h qui va déterminer toute la suite des opérations. 15h justement. De très fortes vibrations se font ressentir. On va pas vous mentir, on a cru qu'un troisième trou allait se former. C'était le tunnelier qui avançait encore. Le trou, entre guillemets, normal, d'où le tunnelier est parti, était et est toujours clairement visible devant l'école de la construction. Avouez que c'est tout de même très paradoxal. 16h30. Nouveau report de la reprise du trafic, pas avant vendredi à 3h. 17h. Tout s'accélère sur le chantier. Plusieurs camions arrivent en même temps. Une pelleteuse CFF arrive aussi pour aider, des dizaines de sacs de béton sont déchargés, des tubes en acier à perte de vue sont déposés directement aux abords des voies. On a bien senti qu'une décision stratégique des CFF avait été prise, et nous n'avons pas tout de suite su quoi. 18h. Un des travailleurs nous envoie une photo du trou rebouché. On y voit le béton qui a bien séché en surface, mais on nous a indiqué que même avec un accélérant, il fallait attendre 12 heures pour qu'il sèche, ce qui justifie la précédente information de reprise du trafic jeudi matin à 3h, le béton ayant été coulé le mercredi matin. Les travailleurs justement, ils sont au nombre de 60 à se relayer par groupe de 20 pour avancer 24 heures sur 24. Le but maintenant était d'installer des dizaines de pieux de béton composés de béton et de plus petits pieux avec du béton pour pouvoir à la fois aider à la stabilité du sol mais aussi préparer le terrain pour l'éventuel plan B.
Lorsque nous sommes retournés sur place le jeudi, puisque la reprise du trafic était bien envisagée pour le vendredi matin, nous avons souhaité savoir ce qu'il en était réellement des travaux. Et nous avons pu discuter avec une des personnes travaillant sur le chantier. Nous avons appris quelque chose de très important. Les CFF ont joué la carte de la sécurité et c'est tout à leur honneur. Je vous explique. Le deuxième trou a été rebouché comme le premier par du béton. Tout aurait pu s'arrêter là, le trafic aurait pu reprendre, si vous voulez, le lendemain, après un temps de séchage déterminé bien sûr du béton. Mais ils ont préféré donc jouer la sécurité en installant des pieux sous les voies, de façon à, si le dérangement réapparaît une troisième fois, un troisième trou se formait, pouvoir installer un pont de secours sur lequel nous pourrions circuler à 50 km/h et qui serait utilisé tant que les fondations sous la voie, si vous voulez, le remblai sous la voie n'est pas encore tout à fait stable. Malgré toutes nos tentatives, il nous a été impossible d'obtenir des images du pont qui attendait à Lausanne Triage. On a même douté qu'il y soit, mais on nous a confirmé qu'il était bien en attente là-bas. Nous sommes donc sur place et nous avons eu l'honneur d'accéder au chantier pour y comprendre les actions et prendre des photos. L'installation des pieux et l'étude du sol ont continué depuis notre dernière venue, rien de nouveau ne s'est produit. Le plan pour les prochaines heures nous a également été communiqué. 19h30. Vincent Ducrot, le directeur général des CFF, nous confirme que c'est vraiment la faute à pas de chance sur ce dérangement. On peut que s'excuser de la situation. Elle est la combinaison d'un travail d'une entreprise et puis d'une poche d'eau dans laquelle le tunnelier a frappé, ce qui a provoqué l'affaissement de la voie. C'est la faute à pas de chance, il faut être très clair. On a percé au même endroit, 10 mètres plus loin, il y a quelques semaines, et puis on n'a rien eu du tout. Donc il y a un petit peu un concours de circonstances qui fait que, ma foi, la voie s'effondre, et puis derrière, vous faites au mieux. Vendredi 12 novembre, 2h. Comme la veille, une boureuse arrive pour stabiliser la voie. C'est la dernière étape avant de rouvrir la ligne. 4h. Le tronçon est réouvert une deuxième fois, diraient certains. Vitesse toujours limitée à 20 km/h sur les 200 mètres de la zone dangereuse. Aucun souci n'est constaté lors des premiers passages. Le plan est maintenant simple. 5 trains par heure et par sens circulent par rapport au chiffre initial de 4 annoncé par les CFF. 2 interrégiaux et 2 régiaux express ainsi que la S3 pour le trafic régional. Un retour à la normale est espéré pour mardi 16 si tout va bien. De nombreuses questions restaient sans réponse de notre côté. Nous avons appelé plusieurs fois le service presse mais impossible de les joindre, ou en tout cas la division suisse romande. Au bout d'un moment, nous avons tout de même reçu un message de Frédéric Revat qui nous demandait de lui envoyer les questions par SMS. Et après ça, aucune nouvelle de notre demande, rien. On n'a pas très bien compris, même si le fait qu'on gêne ne nous était pas inconnu, nos questions allant bien au-delà des communiqués. Le week-end passe et toujours pas de nouvelles. Lundi matin, en début de matinée, un mail nous parvient. Monsieur, en réponse à vos questions envoyées par SMS, vous trouvez les infos sur Tolochna à l'adresse ci-contre. Alors on est resté sur le cul, vraiment, de voir que le communiqué que nous avions déjà lu depuis plusieurs jours nous était avancé pour répondre à nos questions, alors qu'il n'en était rien. Question de nouveau envoyée par mail, une réponse nous parvient mercredi matin. Et on a rapidement compris via cet objet que on n'était pas trop prio quoi, mais ça on le savait. Transmis, demande média, non urgente. L'importance est que nous avons eu de nouvelles informations qui seront d'ailleurs mises dans le communiqué plusieurs heures plus tard. Quelles sont les raisons qui ont poussé le rallongement du délai initial ? La cavité remplie de béton, la zone en elle-même ? La reconnaissance géologique effectuée ces derniers jours en parallèle aux premiers travaux de sécurisation a démontré un besoin plus important de travaux pour assurer la stabilité du terrain et donc de la sécurité du trafic, ce qui induit la prolongation de la limitation de la vitesse. Quelles sont les futures étapes au niveau du chantier et d'un point de vue technique ? Une première série de forages et d'injection de ciment a débuté cette semaine depuis le côté Jura, puis une deuxième série de forages et d'injection sera réalisée la semaine prochaine depuis le côté lac. Si tout se passe bien, ces opérations devraient permettre d'augmenter peu à peu les vitesses de circulation, pour autant que la surveillance géométrique ou les travaux ne déterminent aucun nouvel élément pénalisant.
Ensuite, il est prévu une période d'observation et de reconnaissance géologique supplémentaire avant d'augmenter encore les vitesses de circulation. Il y a d'autres questions bien sûr, mais tout vous a été déjà décrit ou va l'être prochainement. Mercredi 17 justement, les Intercity 5 circulent de nouveau. Il ne reste plus que 3 liaisons qui ne sont pas assurées, l'Intercity 1, l'Interrégional Nantes qui ne s'arrête pas à Morges et Nyon, et la S4 supprimée entre Morges et Alamans. Jeudi 18 novembre, le trafic n'a toujours pas pu reprendre. Nous décidons de retourner sur place pour avoir quelques informations. Un communiqué tombe également indiquant en fin de journée qu'il faut encore patienter jusqu'au 23 novembre, période durant laquelle la deuxième phase de consolidation du sol avec des injections de coulis de béton seront en cours. Nous vous invitons à consulter l'article du Blick en description pour plus d'informations. Mardi 23 novembre, la vitesse sur la zone est enfin augmentée de 20 à 50 km/h. Seule la S4 reste supprimée, ainsi que les trains dits de renfort comme les interrégiaux aux heures de pointe. Une vitesse qui augmente avec des trains qui augmentent, des retards restent prévisibles, comme diraient les annonces. Nous tournons cette émission le samedi 11 décembre. Un autre samedi ici nous intéresse, celui du 27 novembre, jour où le trafic a pu entièrement reprendre grâce à l'augmentation de la vitesse sur la zone du dérangement, passant de 50 à 80 km/h. À l'heure actuelle, les travaux de solidification du sol sont terminés. Nous sommes au stade des mesures, de façon à s'assurer que le sol ne réagit pas négativement au passage de 2 trains en même temps, par exemple. Des mesures automatiques sont d'ailleurs effectuées, nous pouvons le voir sur place. Nous arrivons au terme de ce Rail Express consacré au dérangement de Tolochna. Merci beaucoup de nous avoir suivis. La semaine prochaine, vous avez rendez-vous avec le 8e épisode de la saison 2 de Rail. Nous serons sur le Léman Express en compagnie de Thierry Pupier, émission spéciale pour Noël. Passez une très belle soirée et à la semaine prochaine. Ciao!